Il y a une vingtaine d'années, je ne vous donnerai pas le chiffre exact parce que ça ne me rajeunit pas. Il y a une vingtaine d'années, j'étais interne aux hôpitaux universitaires de Genève. Et j'ai reçu, dans l'unité où je travaillais, un patient un peu particulier. Il était au stade clairement terminal d'une maladie grave pour laquelle il avait subi un très long parcours. Et il était amené par sa femme à l'hôpital pour y décéder. La particularité, ce qui le rendait différent des autres, c'est qu'en fait, c'était un patient qui vivait en France, qui était assuré en France, et que sa femme avait mis dans la voiture, physiquement mis dans la voiture alors qu'il était mourant, pour lui faire passer la frontière et l'emmener en Suisse, dans un pays où, espérait-elle, il était possible d'échapper à une mort dans ce qu'elle percevait comme de l'acharnement thérapeutique. Elle est arrivée dans l'unité, elle nous a dit « Je lui ai promis qu'on ne le mettrait pas dans les machines. Est-ce que je vais pouvoir tenir cette promesse ? En France, c'est pas possible. » C'était sa perception. Alors évidemment, à l'époque, c'était un peu vrai. À l'époque, il était légalement difficile d'interrompre des mesures de réanimation chez nos voisins français. En Suisse, on avait déjà admis depuis longtemps que nous sommes, après tout, propriétaires de nous-mêmes, que la médecine ne peut pas nous infliger des actes contre notre volonté, si bienveillants soient les professionnels. Et donc nous avions, dans plusieurs cantons, dont d'ailleurs Genève et Neuchâtel, déjà à l'époque, reconnu le droit de rédiger, y compris à l'avance, des directives anticipées pour dire ce qu'on consentait ou non à subir le moment venu et où devaient s'arrêter les efforts de la médecine. On vous l'a dit, éviter l'acharnement thérapeutique, c'est reconnaître les limites de la médecine, c'est reconnaître qu'on ne sait pas tout faire, mais que parfois on est capable de faire des choses au-delà de ce qui est utile. Et donc il faut reconnaître quand vient le moment où on dépasse ce qui est utile. Il a fallu donc, dans pays après pays, et c'est de loin pas le cas partout encore aujourd'hui, il a fallu reconnaître que lorsqu'on entre dans des interventions qui vont au-delà de ce qui est utile, eh bien oui, on a le droit de s'arrêter. Que ce n'est pas, comme on disait à l'époque en France, une non-assistance à personne en danger, que ce n'est pas un abandon, que c'est le mieux qu'on puisse faire pour cette personne. Alors, je me suis dit à ce moment-là, avec un certain soulagement, effectivement, on va pouvoir arrêter, on va pouvoir se baser sur ce que ce patient souhaite. Il était entièrement lucide, capable de discernement. Je suis allée discuter avec lui. Ses souhaits étaient clairs, la situation l'était aussi. En plus, comme interne, j'avais beaucoup de monde autour de moi. On a discuté avec l'équipe soignante, avec mon chef de clinique, et on était un peu tous sur la même page. Et c'est donc une situation qui s'est bien passée. Et j'étais assez satisfaite de notre pays, je dois dire. J'étais contente de la manière dont on avait mis le cadre légal en place. Quelques années plus tard, j'ai un tout petit peu déchanté parce que j'étais à ce moment-là dans le cardiomobile et on m'a appelé en renfort d'une ambulance dans un foyer pour personnes âgées, un établissement médico-social. Lorsqu'on appelle un médecin en renfort d'une ambulance, en général, c'est que c'est assez grave, puisque les ambulanciers sont parfaitement capables de faire un grand nombre de choses sans aide. Et là, en fait, on m'appelait pour mettre le tube, pour mettre une intubation endotrachéale à une patiente qui était très âgée. Elle avait 85 ans et elle faisait ce qu'on appelle un œdème aigu du poumon, c'est-à-dire que son cœur ne pompait plus suffisamment et l'eau s'accumulait dans ses poumons. C'est un petit peu comme si elle se noyait par l'intérieur. Et alors, il fallait l'aider à respirer. Elle n'arrivait pas à respirer suffisamment. En arrivant, je constate qu'en plus, elle est assez asymétrique. Cette dame, elle a une moitié du visage qui tombe, elle a un aspect de quelqu'un qui vient de faire une attaque cérébrale. Alors je demande à l'infirmière qui est là, depuis combien de temps elle est comme ça. Puis on me dit, écoutez, ça fait environ 2 heures qu'elle est comme ça. Donc c'est très frais, c'est récent, elle pourrait récupérer, mais on ne le sait pas. Et puis l'infirmière me dit, ah oui, puisque vous êtes en train de me poser des questions, j'ai oublié de montrer un truc aux ambulanciers. Elle arrive avec une directive anticipée. Et sur la directive anticipée de cette dame, il était écrit: en cas de risque inacceptable d'un handicap trop important, je ne veux pas d'acharnement thérapeutique. Alors bon, elle avait écrit une directive anticipée, elle avait fait la démarche, elle savait ce qu'elle voulait. Moi, après avoir lu cette directive anticipée, je ne peux pas honnêtement dire que je savais ce que cette dame voulait. Je ne sais pas ce que c'est, à ses yeux, un handicap inacceptable. Je ne sais pas ce que c'est, un risque trop important. Et puis je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire par ce fameux terme d'acharnement thérapeutique qui nous réunit ce soir et dont il est clair qu'on ne veut pas, mais alors qu'est-ce qu'on met dedans ?
C'est quoi, au fond, l'acharnement thérapeutique? Ce qui est clair, c'est que de la manière dont on en parle, c'est assez clair que c'est quelque chose qui impressionne, qui fait peur. C'est quelque chose dont on ne veut pas. C'est rare qu'on demande de l'acharnement thérapeutique. Ça fait peur peut-être parce que les soins intensifs, c'est un milieu impressionnant et qu'on imagine une machine, des tuyaux, des choses lourdes. On imagine peut-être aussi la distance ou l'absence de l'espoir. On imagine que peut-être on va endurer des fardeaux, nous, nos proches, vont endurer des fardeaux pour pas grand-chose, pour une vie dont on ne voudrait pas. C'est ça qui fait peur dans l'acharnement thérapeutique. Mais en fait, la question se pose également en dehors des soins intensifs. Elle se pose chaque fois qu'on se demande est-ce que ce qu'on va faire est véritablement utile pour le patient. Je travaille dans plusieurs consultations d'éthique clinique. C'est une des questions qu'on nous pose le plus fréquemment. Jusqu'où est-il raisonnable d'aller? Quand est-ce qu'on commence à faire plus de mal que de bien? Quand est-ce que le bien qu'on fait est insuffisant pour demander au patient sa participation à ce traitement? Alors, quelques cas, ils ne sont pas tous des soins intensifs. Je pense que c'était important de ne pas partir avec l'idée que l'acharnement thérapeutique, c'est aux soins intensifs. C'est une question qui se pose dans toute la médecine. Ici, une dame inventée, celle-là, de 87 ans, avec un Alzheimer à un stade avancé. Elle est entièrement dépendante, elle sort presque plus de son lit. Elle ne peut pas communiquer par le langage, mais elle garde du langage non verbal, de l'interaction visuelle et gestuelle. Elle serre la main, elle sourit. Elle fait ça avec beaucoup de monde, ses proches y compris. On n'a pas l'impression qu'elle les reconnaît particulièrement. Elle ne fait pas de différence entre les différentes personnes qui lui sourient, que ce soit sa famille ou non. Et puis, elle cesse peu à peu de s'alimenter. Elle perd l'intérêt, elle reconnaît plus ce que c'est que la nourriture. Et sa famille demande qu'on la nourrisse artificiellement avec la pose d'une sonde. Alors, il y a certains cas de cet ordre-là dans lesquels on sait qu'avec ou sans nutrition artificielle, la durée de vie est la même. On sait que même si c'est un peu contre-intuitif, même si on ne s'y attendrait pas, en fait, qu'on nourrisse ou non artificiellement ces personnes, ça ne modifie pas leur durée de vie. Mais pourtant, c'est très difficile de renoncer à l'alimentation. Et là se pose aussi la question, eh bien, jusqu'où est-ce que c'est raisonnable? Jusqu'où est-ce qu'on lui fait du bien? Et quand est-ce qu'on commence à ne plus lui faire du bien, ou bien lui faire plus de mal que de bien? Ici, c'est juste la référence. Un autre patient, 67 ans, celui-là, il est hospitalisé en unité de soins de support pour traiter des difficultés respiratoires. Il a des métastases d'un cancer digestif. Sa tumeur échappe au traitement. Le traitement ne fonctionne plus, la tumeur progresse malgré nos efforts. Et le spécialiste consulté propose un autre traitement de chimiothérapie, un troisième, peut-être quatrième traitement de chimiothérapie. Est-ce que c'est encore véritablement utile? C'est une question en tout cas pertinente. Une partie de la question... En fait, la question de l'acharnement thérapeutique a plusieurs parties. La première partie, c'est de savoir est-ce que le traitement est efficace? Est-ce que ça aide? Est-ce que ça fait quelque chose qu'on pourrait décrire comme utile pour le patient? Ou est-ce qu'il est inefficace? Alors cette première question, c'est la partie la plus simple en fait, parce que là, on peut y répondre par des outils scientifiques. On peut savoir est-ce que ça marche ou non? Est-ce que ça fait quelque chose ou pas? Alors, ce n'est pas une certitude parce que les connaissances scientifiques sont populationnelles, c'est-à-dire qu'on sait si ça a marché ou pas sur un certain nombre de patients comme lui. Ça ne nous donne pas une boule de cristal, ça ne nous rend pas devins. Les gens varient les uns par rapport aux autres. Il peut arriver qu'un traitement qui s'est avéré très efficace chez un grand nombre de personnes soit inefficace chez moi. Il peut arriver aussi qu'un traitement qui s'est avéré inefficace chez un grand nombre de personnes soit, par miracle, efficace chez moi. Mais en tout cas, il aura des effets secondaires. Donc ensuite, la question est-ce que vraiment je veux prendre ce risque? Si vraiment c'est aussi peu vraisemblable que ça m'aide, si ça relèverait du miracle, alors est-ce que je veux prendre les effets secondaires ou pas? On dira dans ces cas que c'est inefficace. C'est que la première partie de la question, en fait. Parce qu'il y a d'autres cas de figure. Ici, on a une dame de 88 ans, pas inventée celle-là, qui est admise après un accident, une attaque cérébrale, un accident vasculaire cérébral en surveillance dans une stroke unit, donc une unité de surveillance spécialisée pour des personnes qui ont fait une attaque cérébrale récente. Et puis, ça ne va pas. Elle est déboussolée, bouleversée d'être là. Son état reste complètement stationnaire, elle ne récupère rien. Et le lendemain, sa famille demande un retour à domicile. À la maison, elle sera mieux. Alors maintenant, elle est ici prise en charge avec une prise en charge qui pourrait l'aider, qui n'est pas inefficace, qui apporte quelque chose. Mais ici, la question est une question un peu différente. La question, c'est quoi le bien de cette patiente?
est-ce que ce qu'on peut lui offrir, c'est véritablement ce qu'elle, elle mettrait en priorité sur d'autres choses que peut-être nous lui retirons. Cette dame, peut-être qu'elle va décéder des suites de son attaque. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit dans le vrai cas que je vous raconte ici. Si elle décède à l'hôpital, c'est une part de vie qui aurait été différente, peut-être pas comme elle l'aurait souhaité, par rapport à l'autre cas de figure où elle serait rentrée à la maison, où elle aurait été dans un milieu plus familier, avec sa famille autour d'elle, plutôt que des professionnels inconnus. Et ici, la question, c'est finalement, lorsqu'on doit faire des tris, lorsque les perspectives de nos vies se rétrécissent, lorsqu'on ne peut plus habiter toutes les parties de notre existence, lorsque la médecine ne peut plus nous rouvrir ses portes, c'est notre raison d'être finalement, la médecine sert à permettre le reste de la vie, lorsque ça peut permettre que certaines parties du reste de la vie, eh bien, quelles vont être nos priorités? C'est quoi finalement qui va être plus important? Ici, j'ai une petite liste qui est absolument pas exhaustive, vous voyez les petits points. On a en général dans les hôpitaux, dans le système de santé, tendance, c'est notre mission, à avoir les yeux rivés sur une partie de ces biens. Nous sommes là pour la santé, nous sommes là pour le bien-être au sens physique du terme, nous sommes là pour la sécurité à l'hôpital, nous sommes là pour toute une série de biens, mais pas tous les biens. On s'occupe de nutrition, on s'occupe de sécurité physique, on ne s'occupe pas tant que ça d'appartenance dans les collectivités, de liens avec les voisins ou les amis, on s'occupe moins de choses comme la participation citoyenne, ce n'est pas notre job. Mais alors le risque, c'est qu'on perde de vue tous ces autres aspects de l'existence qui sont pourtant cruciaux et qui, lorsque les perspectives à la fin d'une vie se rétrécissent, peuvent être les priorités du patient. Au service de quels biens est-ce qu'on déploie nos interventions? Et puis, est-ce que peut-être il y a des biens qu'on va entraver? Si je me confie à la médecine, c'est que j'en attends des avantages, j'en attends des biens, mais en même temps, je dois toujours un peu faire des sacrifices. Le fait de prendre un médicament tous les matins est contraignant, le fait de me rendre à des rendez-vous également. Si le restant de mes jours va être englouti par l'hôpital, c'est un sacrifice beaucoup plus grand. Et peut-être que je ne suis pas prête à le faire. En tout cas, pas pour quelque chose qui ne vaudrait pas cette grande chandelle. Il faut que le jeu en vaille la chandelle. Donc la question est, est-ce que le traitement est opportun? Est-ce qu'il vise le genre de bien que ce patient estime être bien? Et alors là, ce n'est plus une question scientifique. Là, on ne peut pas y répondre avec les outils de la science à cette question-là. Là, ça va être forcément une question personnelle. C'est une partie de ce qu'on vous décrivait tout à l'heure en vous parlant de subjectivité. La subjectivité, parfois, on a l'impression, quand on dit ça comme ça, que c'est arbitraire. Mais non. En fait, ça reflète simplement les différences dans les priorités de chacun. Est-ce que le traitement est efficace? Sinon, eh bien, c'est déjà de l'acharnement. Est-ce que le traitement est opportun? Est-ce qu'il vise le genre de bien que le patient considère comme prioritaire? Puis ensuite, il y a un autre aspect. Ici, c'est une dame de 72 ans qui vient aux urgences pour une insuffisance respiratoire. Elle a une maladie musculaire rare qui dégrade peu à peu ses forces et atteint désormais également la force de ses muscles respiratoires. Donc elle respire de moins en moins efficacement. Elle arrive mal à tousser, elle arrive mal à protéger ses voies respiratoires, elle s'infecte et là, elle vient pour ça. Une surinfection, comme on dit, une complication de sa maladie qui l'a affaiblie face à cela. On pourrait la mettre aux soins intensifs et l'infection, on sait la traiter. Donc elle pourrait passer ce cap ou pas, parce qu'on peut aussi perdre des forces pendant un épisode aigu et peut-être qu'après, on n'arrivera pas à arrêter la ventilation mécanique. Mais on ne le sait pas. Donc peut-être que ça pourrait lui faire passer ce cap, mais peut-être que non. Et il n'y a pas moyen de le savoir à l'avance. Alors ça, c'est une situation qui, à part la rareté de la maladie de base, n'est pas si rare que ça, l'incertitude sur la possibilité que le problème soit réversible. Et là, c'est quelque chose d'un tout petit peu différent. C'est la question de combien de biens il faut, pas quel bien doit-on viser, mais combien de biens il faut pour dire que ça vaut la peine de le faire. Que ça vaut la peine aussi de prendre le fardeau à bord, de traverser le traitement avec le fardeau que ça peut impliquer pour moi qui suis ici la patiente. Et en fait, le nœud du problème de l'acharnement thérapeutique est là. Le nœud du problème est qu'en médecine, nous savons faire des tas de choses. Et tout ce que nous savons faire pourrait être mis, alors ça ne prend pas le laser, mais vous voyez l'image, pourrait être mis sur ce spectre, ce continuum, où vraiment, certaines des choses qu'on sait faire sont extraordinairement utiles. C'est impressionnant l'utilité de certaines des choses que la médecine sait faire. Mais à l'autre bout, eh bien, on sait aussi faire des choses très peu utiles. En fait,
en fait, on découvre avec le temps qu'on sait même faire des choses inutiles. Et parfois, on sait même faire très bien des choses inutiles. Et il y a même parfois des choses techniquement compliquées qu'on sait faire avec une grande virtuosité et qui sont néanmoins inutiles. Ce n'est pas une question de la difficulté de l'acte, mais il y a des choses plus ou moins utiles dans ce que la médecine sait faire. En théorie, on pourrait mettre tous les actes possibles, dans toutes les circonstances possibles, quelque part sur ce continuum. Du très très utile, vraiment, au pas utile du tout, avec toutes les gradations intermédiaires. Ce que nous savons faire avec les outils scientifiques, c'est dire où on est, dire combien de bien ça fait. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est dire combien de bien il faut pour que ce soit assez. Ça, c'est différent. Alors ici, on peut imaginer différents désaccords entre des patients et des médecins. Si un premier médecin estime que pour être suffisamment utile, il faut qu'une intervention soit à cet endroit-là, eh bien, cette intervention fictive, ici, il la jugera pas assez utile. Il estimera qu'elle est, comme on dit, futile, qu'elle n'apporte pas assez de bien pour valoir la peine de ce qu'il va falloir faire au patient pour cela. Si son patient, lui, estime que le seuil est là, ils ne vont pas être d'accord. À ce moment-là, le patient va penser que son médecin s'arrête trop vite, qu'il est absentéiste peut-être, ou que peut-être qu'il va même craindre que c'est en raison de lui le patient. Nous avons des patients qui demandent plus parce qu'ils se disent que peut-être ils ne vont pas être traités équitablement. Des personnes qui ont peur d'être considérées comme moins dommages par le système de santé, des gens qui ont eu parfois dans leur passé des expériences de discrimination. Des parents de personnes avec des handicaps mentaux ont souvent ce réflexe, des personnes qui ont une histoire de migration et qui ont vécu des situations difficiles où ils ont vu qu'on ne les traitait pas comme les autres, ont parfois ce réflexe. Mais parfois, c'est tout simplement une divergence. On n'a pas le même curseur. Si j'ai tout simplement une divergence, que mon seuil est ici et celui de mon médecin là, je vais estimer que mon médecin n'en fait pas assez, qu'il manque à l'appel. Et puis peut-être que j'irai voir un autre médecin avec qui je m'entendrai mieux parce que lui, il a le même seuil, en tout cas, il a un seuil qui est du même côté de cette intervention que moi, il va être d'accord de le faire. Cet autre médecin, s'il voyait cet autre patient-là, alors cet autre patient penserait que ce médecin s'acharne. Il penserait qu'en fait, il fait des choses pas assez utiles, qu'il fait des choses déraisonnables. Le nœud du problème est là. Nous n'avons pas un accord sur où il faut mettre cette ligne, où est la frontière entre ce qui est raisonnable, important, et ce qui est déraisonnable. Je vous en parle en théorie, mais en fait, on l'a aussi vérifié. Il y a une étude qui a demandé, alors c'était une étude courageuse, on a demandé à des personnes de groupes différents de s'imaginer un scénario où on venait de diagnostiquer un cancer sérieux, mais potentiellement curable. Il était suffisamment sérieux pour qu'il faille une chimiothérapie lourde, et la question a été posée à une époque où la chimiothérapie était plus lourde qu'aujourd'hui. D'abord parce que depuis lors, on a vu l'arrivée de molécules qui sont moins toxiques et qui sont plus ciblées, qui ont des effets secondaires beaucoup moins grands. Puis ensuite, on a aussi appris dans l'intervalle à mieux soigner les effets secondaires. Là, on est en train de parler de la bonne vieille chimiothérapie, qui était beaucoup plus difficile à tolérer qu'aujourd'hui. Et les chercheurs ont demandé, au fond, pour endurer tous ces effets secondaires, qui étaient décrits de manière très claire, très explicite, assez effrayante, pour endurer tout ça, il faut que vous ayez combien de chances que votre tumeur entre en rémission, que ce soit qu'on arrive à vous guérir. Il vous faut combien de chances pour que tout ça vaille la peine d'être enduré. Les personnes saines de la population générale ont répondu, il faut que ce soit moitié-moitié. Il faut que j'ai 50% de chances de m'en sortir, autrement c'est trop lourd, je ne veux pas, ce serait déraisonnable. Les chercheurs ont également posé la question à des médecins généralistes qui étaient plus humbles. Ils demandaient 25%. Donc ils y allaient plus souvent que les personnes en bonne santé. Les oncologues, encore plus humbles, demandaient 10%. Puis c'est là que l'étude était courageuse parce que les chercheurs ont également demandé à des personnes qui se trouvaient réellement dans cette situation. Un cancer récemment diagnostiqué, tout neuf, et puis première chimiothérapie, il vous faut combien de chances de vous en sortir pour que ça vaille la peine d'endurer tout ça. Et les patients, à l'époque, dans cette étude, à ce stade-là de leur maladie, ont demandé 1%. Ces désaccords sont vastes, ils sont réels. On aurait pu refaire l'étude dans des circonstances différentes. Peut-être que plus tard dans la maladie ça change, peut-être qu'ailleurs c'est différent, mais tout ça pour vous dire que ce n'est pas uniquement théorique. On a vraiment des curseurs très différents. Quand on discute de où commence l'acharnement thérapeutique, on est dans un grand écart.
Et donc c'est normal. C'est normal qu'on ne soit pas toujours tous sur la même page. C'est normal que parfois on se rende compte a posteriori que peut-être on aurait dû s'arrêter avant. C'est normal qu'on ait des désaccords entre des patients et leurs proches et les professionnels. Je vous promets qu'on en a aussi entre professionnels sur où commence l'acharnement thérapeutique. On a des patients qui estiment qu'on en fait trop, on a des patients qui estiment qu'on n'en fait pas assez. Les premiers, on a appris à les entendre. On a vraiment appris à respecter le patient qui dit stop, le patient qui dit par écrit à l'avance, s'il est plus clair que madame du début, ça c'est la difficulté dans la rédaction de directives anticipées. Le patient qui dit je veux plus, c'est plus délicat. On a un droit de veto sur notre corps, on a un droit de non-ingérence, c'est un droit en or massif. Pourvu qu'on ait compris les enjeux, qu'on soit, comme on dit, capable de discernement. Le droit de demander plus, il est moins clair. C'est inconfortable. Il y a des choses qui dépassent les capacités de la médecine, que la médecine ne sait pas faire. Et évidemment, ça, on ne va pas le faire, si c'est inutile. Mais si c'est inopportun à nos yeux, ou si c'est disproportionné, j'avance un peu, en fait c'est juste ce que je vous ai déjà expliqué, si c'est disproportionné, alors à ce moment-là, il n'y a personne qui a le dernier mot là-dessus. Il n'y a personne qui est habilité, qui a une expertise particulière pour dire ça. C'est la différence entre dire c'est inutile, c'est inefficace, ça n'apporte rien. Là, il y a une expertise, on peut le dire. Sur la base des données, sur la base de l'expérience, on peut le dire. On peut l'affirmer. Par contre, dire c'est inopportun, c'est disproportionné, parce que même si ça apporte un bénéfice, ce bénéfice est insuffisant, là, il n'y a pas d'expertise. Là, c'est vraiment une question beaucoup plus personnelle. C'est un jugement de valeur. Les professionnels ont une expérience, cela dit, de comment ça se passe chez d'autres patients. Et les patients ont des informations cruciales entre les mains, à savoir leurs propres priorités et où est-ce qu'eux mettraient le curseur. Et donc, c'est une décision qui va devoir être conjointe pour être bonne. Mais alors, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir en discuter. Il faut déjà, de manière très basique, être les deux capables de parler, puisque souvent, dans ces situations, on est en train de parler de personnes qui sont inconscientes et qui ne peuvent pas parler sur le moment. En fait, lorsqu'on se demande combien de biens il faut que ça fasse pour que ce soit utile, on se trouve dans une situation où on a tous ces biens différents dont je vous ai parlé tout à l'heure, et quand on se demande vers plus, qu'est-ce que ça veut dire, c'est là que nos désaccords apparaissent. Le minimum, sauver le minimum, on est souvent d'accord là-dessus. En fait, tout se passe comme si on avait plus de désaccords quand on sait faire plus et mieux que quand on sait seulement faire juste assez. J'ai donné un cours il y a quelques années à des professeurs de médecine à Addis Abeba en Éthiopie. C'était un moment très intéressant parce qu'ils venaient d'ouvrir leur tout premier soins intensifs. Ils n'avaient jamais eu d'unité de soins intensifs dans les mains. Et cette question était vraiment au centre de nos discussions parce que jusqu'alors, leurs problèmes avaient été des problèmes de manque. Ils savaient ce qu'il fallait faire. Tout le monde était d'accord sur ce qu'il fallait faire. Le patient aussi venait que quand il voulait une chose spécifique de la médecine. Puis parfois, il n'y avait pas. Et alors, quand il n'y avait pas, il se battait pour avoir. Et quand il n'y avait pas et qu'il se battait et que ça ne marchait pas, ben voilà, on pleure à ces moments-là. Sauf que là, tout à coup, ils avaient des soins intensifs. Et avec les soins intensifs, pour la toute première fois de leur mémoire, la possibilité aussi de faire trop. Et ça, c'était nouveau. C'est un problème de luxe, quelque part. C'est un problème qui vient avec l'efficacité et la prospérité de la médecine. Avec la capacité d'en faire plus, eh ben, on acquiert aussi parfois la capacité d'en faire trop. Et donc, on doit savoir le reconnaître. Ils avaient appris à allumer la machine et ils n'avaient pas encore appris à l'éteindre. Il fallait aussi... C'était pas dans le mode d'emploi, ça, comment faire. Donc c'est pas surprenant que les progrès de la médecine pour faire plus et mieux aient conduit à une critique du paternalisme médical, parce que tout à coup on se mettait à savoir faire des choses qui sortaient de la zone où on est tous d'accord. Le bien comme but de sauver l'essentiel n'était pas suffisant. On était en mesure de faire plus et mieux, mais alors plus combien et mieux c'est quoi? Là, on a des désaccords. Et c'est dans ces désaccords que s'inscrit l'acharnement thérapeutique. Est-ce que le traitement est proportionné? Là, c'est une question personnelle, mais là, il y a un mais. Parce que la question de faire plus de mal que de bien, eh bien, ça veut quand même dire que je vais devoir avoir l'impression que je fais du mal à quelqu'un, s'il en veut. Et donc, ça m'engage d'une manière différente que la question de est-ce que c'est opportun. Puis, il y a une autre question que je n'ai pas résisté à vous mettre, mais c'est pour enlever un malentendu. Je vous avertis tout de suite. Ici, un autre... Pardon, j'ai oublié cette chose. Si je ne peux pas m'exprimer, on vous a déjà parlé des directives anticipées, c'est un moyen pour s'exprimer à l'avance. Il faut être capable de discernement pour les rédiger.
mais c'est en fait un moyen de continuer à respecter l'autodétermination d'une personne au-delà du moment où elle peut s'exprimer elle-même. C'est un droit très important, ça. C'est un droit et pas un devoir. On n'est pas obligé de faire des directives anticipées. On vous l'a dit tout à l'heure, si je sais que ce que moi je veux, c'est ce que les soignants qui s'occupent de moi vont faire de toute façon, ma directive, elle n'est pas très utile. S'ils vont faire des choses que peut-être je ne voudrais pas, là, ça devient utile. Mais alors, comment savoir? Parce que ce que nous voulons, ça nous paraît couler de source. On vous l'a dit tout à l'heure, on peut même trouver étrange que quelqu'un veuille autre chose que nous. Mais alors, du coup, si je me projette dans l'hôpital ou dans le futur, je vais être prise en charge comme nous tous, je peux partir du principe que tout le monde pensera comme moi? Eh bien non, parce qu'on n'a pas tous les mêmes seuils. On n'a pas nécessairement tous les mêmes avis. C'est pas évident d'écrire une directive anticipée. C'est une lettre qu'on écrit vers un futur incertain. C'est une lettre qu'on écrit vers un futur incertain où on ne sera pas là pour l'expliquer. Et on l'adresse à des personnes qui, franchement, parfois ne comprennent pas ce que je dis, même quand je suis là pour leur expliquer. Donc, ce n'est pas évident de l'écrire. Ça vaut la peine de se faire aider, de l'écrire à 4 mains, au moins à 4 mains. Et ça vaut la peine d'utiliser des moments de contact avec le système de santé pour aider à la clarifier, pour aider à rendre les scénarios qu'on décrit réalistes. C'est quelque chose que les médecins traitants devraient avoir plus l'occasion de faire et que certains services de l'hôpital se donnent les moyens de faire. À Genève, par exemple, dans le service d'hémodialyse, où les patients viennent régulièrement pour des heures entières, eh bien, les infirmières se sont dit peut-être plutôt que de les laisser regarder la télé tout le temps, on pourrait leur proposer de rédiger des directives anticipées, d'utiliser ce temps, s'ils le souhaitent, pour élaborer ça avec eux. Et à cette occasion, elles ont eu l'occasion de voir à quel point les malentendus peuvent être profonds, car un des patients, pendant une séance d'hémodialyse, donc vous avez vu la dialyse tout à l'heure avec une perfusion, la machine, le lit et tout, leur a dit en tout cas, il faut que vous sachiez, si jamais, moi je veux jamais être maintenu en vie avec une machine et des tuyaux. Alors là, ils ont compris qu'il ne s'agissait pas de la dialyse, parce que justement, la dialyse, ils l'acceptaient. Mais si quelqu'un d'autre avait dit ça, ils auraient peut-être pensé que ça incluait la dialyse aussi. Il faut clarifier ce qu'on veut dire. Il faut clarifier aussi quelles sont les circonstances qu'on s'imagine. Il faut clarifier, finalement, pas tellement quelles interventions on veut ou pas seulement, mais qu'est-ce que je crains? C'est de quoi que j'ai peur? Pas facile, hein, mais c'est peut-être la question la plus importante. Qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que je voudrais? Et puis, si je ne peux pas éviter tout ce que je crains et avoir tout ce que j'espère, c'est quoi qui est le plus important? Si dans ma vie, il faut sauver les meubles, c'est quoi mes meubles, en fait? C'est quoi qui est la chose la plus importante pour moi? Et puis, pour donner une idée plus concrète, certains recommandent également d'ajouter une rubrique de plus qui est « À quoi ressemblerait pour moi une bonne journée ?» Parce que suivant l'état de santé dans lequel on est, nos attentes face à la vie peuvent changer. Et qu'est-ce que je considère, moi, être une bonne journée? C'est très, très informatif, en fait, pour des personnes à qui je ne peux plus raconter mon quotidien parce que je suis devenue incapable de discernement. Donc une aide pour la rédaction est utile. Quelqu'un qui explique ce qu'on a voulu dire est utile. Ce qu'on appelle un représentant thérapeutique, une personne de confiance à qui on confie la tâche d'être notre voix le moment venu, c'est au moins aussi utile que le contenu de la directive. En fait, ça peut valoir la peine de faire une directive et de ne faire que ça, de dire qui va parler pour moi. Mais alors, il faut parler à cette personne de ce qu'on veut. Elle ne peut pas arriver comme ça, comme une fleur. Il faut qu'elle sache ce qu'on veut. Puis, il faut qu'elle soit d'accord de remplir ce rôle. Et parfois, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Anecdote personnelle, ma mère m'a demandé récemment d'être son représentant thérapeutique. Et puis, j'ai dit, mais est-ce que tu ne penses pas que papa va se sentir vexé que tu me fasses passer devant lui comme ça? Bien, mais de toute façon, il dit toujours qu'il va mourir en premier. Oui, mais... Et si ce n'était pas le cas? Ah oui, bon, ben alors je vais changer ça. Bon. Il nous a mis tous les deux, finalement. Mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas et qui peuvent vraiment, mais vraiment être très douloureuses le moment venu si on n'y a pas pensé. Donc, discuter avec ses proches est utile aussi pour cette raison-là. C'est utile également parce qu'on sait qu'en tant que proche, de prendre des décisions, de participer à des décisions difficiles lorsqu'il s'agit de définir quand commence l'acharnement thérapeutique, eh bien, ça peut être très lourd. On sait que ça peut être non seulement très lourd sur le moment, mais ça peut être lourd sur la durée. Il y a des personnes qui ont des regrets, qui parfois en perdent le sommeil ou font des dépressions. Et la chose vraiment qui aide le plus à ce que ce soit bien vécu, à ce qu'on soit satisfait, qu'on a bien fait, c'est d'être convaincu qu'on a suivi la volonté de la personne.
qui ne pouvaient pas s'exprimer. Écrire une directive anticipée, quand on est médecin, on a l'impression que ça nous aide bien nous. En fait, c'est surtout les familles que ça aide. C'est une manière de clarifier les choses pour que le moment venu, ces décisions soient moins difficiles pour nos proches. Ici, c'est ça que je voulais enlever, le malentendu que je voulais enlever, une autre patiente, alors celle-là, elle n'est pas inventée, de 89 ans, atteinte d'un myélome multiple, une forme de cancer des os. Il y a un traitement préconisé qui est très efficace, mais qui coûte plus de 10 000 francs par mois. Elle est réticente. Elle dit, vous savez, docteur, moi, je ne vaux pas tant d'argent que ça. Peut-être que le traitement vaut la peine et que le doute porte sur est-ce qu'il vaut le prix. Alors ici, c'est pas... La question, c'est est-ce que le traitement est économique? Alors ça, c'est une question sociétale, mais ce n'est pas seulement une question sociétale non plus. Et je cite cet exemple pour préciser qu'ici, ce n'est pas de l'acharnement thérapeutique. Ici, c'est une question différente. La question de l'acharnement thérapeutique doit toujours se poser vis-à-vis d'une personne singulière, individuelle. Est-ce que cette personne-là, on l'aide? Est-ce que cette personne-là, on lui fait peut-être plus de mal que de bien? La question du coup, c'est une autre question, une question vaste que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que je trouve le plus triste dans cette histoire, c'est que cette dame estime qu'elle ne le vaut pas, alors qu'évidemment, la situation est tout autre. Mais en tout cas, ces questions de coût, ce n'est pas une question qui devrait participer de la discussion sur l'acharnement thérapeutique. Pourquoi finalement est-ce qu'il y a de l'acharnement? En fait, passer de la bienveillance, de la bonne volonté à faire du bien, ben parfois c'est difficile, parce que nos tentatives peuvent être irréalistes. On peut vouloir le bien, mais en fait, le traitement qu'on préconise, on sait qu'il ne marchera pas. Nos tentatives peuvent être aveuglées. On peut vouloir le bien, mais on le cherche dans des choses très proximales. On veut voir que les paramètres de laboratoire s'améliorent et on perd de vue que le patient, lui, peut-être ne s'améliore pas. Ça peut être erroné. On peut viser un but bienveillant, mais qui n'est pas la priorité du patient, voire un but qui met en danger les priorités du patient, comme par exemple cette patiente avec un AVC qui voulait rentrer à la maison. Eh bien, les professionnels pourraient vouloir la garder pour plus de sécurité, mais ça entrave sa priorité. Ça peut être confus. On peut viser un bon but, mais avec des moyens inappropriés. Et ça, c'est peut-être le cas de figure le plus délicat, parce qu'en fait, nos interventions, je vous ai mis le continuum de l'utilité tout à l'heure, mais un autre commentateur a fait une catégorisation en 3 catégories de tout ce que la médecine sait faire. Il y a, parmi ce qu'on sait faire, des choses qu'il a appelées la non-technologie. La non-technologie, en gros, c'est tout l'accompagnement face à la détresse et aux limites de la condition humaine. Il s'agit de thérapie de soutien, tout ce qui permet aux patients de traverser des maladies qu'en général on ne comprend peut-être pas entièrement. C'est des expressions comme prendre soin et accompagner. C'est une partie indispensable de la médecine, c'est une partie coûteuse également, parce que le temps des personnes, ça coûte. Et en fait, tout ce qu'on passe comme temps à rassurer, à expliquer aux personnes qu'en fait, ils ne sont pas malades alors qu'ils sont inquiets, à expliquer aux personnes quelle est leur maladie alors qu'ils sont malades, tout ça, ça prend énormément d'efforts. Et ça, c'est une partie de ce qu'on fait, la présence et l'accompagnement face à la détresse et aux limites de la condition humaine. La technologie à mi-chemin, je vous résume les longs textes que j'ai plus le temps de vous lire, mais l'essentiel y est, je vous promets. Eh bien, c'est tout ce qu'on sait faire pour aider des personnes, techniquement, à vivre avec une maladie qu'on ne sait pas guérir. La plupart de la médecine est comme ça. Quand on injecte de l'insuline alors qu'on est diabétique, on est toujours diabétique. Ça, c'est un traitement intermédiaire. Si on me dialyse alors que je suis insuffisante rénale, je suis toujours insuffisante rénale. En fait, même si on me transplante un rein, je ne suis pas de nouveau revenue comme avant. Je dois prendre des anti-rejets, je dois être suivie. Et donc tout ça, c'est de la technologie intermédiaire. La haute technologie, qui est une partie relativement modeste de la médecine, et il est heureux qu'elle existe, c'est tout ce qui vraiment permet de guérir. Ça, c'est tout ce qui est efficace, qui permet de guérir les maladies, qui permet de les prévenir avec efficacité et qui, en général, ne coûte pas très cher au regard de l'utilité. C'est surtout le premier et le deuxième chapitre qui prennent pas mal de temps et pas mal d'argent aussi. Alors le problème, c'est que parfois, on a besoin de faire A et on fait B à la place. Parfois, à la place d'accompagner les personnes et d'être là, eh bien, la manière d'accompagner, c'est de prescrire, c'est de continuer des interventions. Ça signale parfois le non-abandon. Et on peut faire mieux que ça. Et ce n'est pas seulement les professionnels, c'est aussi l'entourage. C'est rarement le patient lui-même. Mais parfois, on ne veut pas renoncer parce que ça signalerait un abandon qui est exécrable et scandaleux et qu'on ne veut pas consentir. Et puis, il y a la fameuse chose, on entend les médecins dire « mais les patients nous demandent d'en faire trop ». En fait,
Non, pas vraiment, c'est pas vrai. Ça a été étudié et lorsque on demande aux médecins vraiment sur pièce, hein, est-ce que vos patients vous ont demandé quelque chose, ben, dans les cas où oui, on leur demande est-ce que c'était quelque chose de raisonnable, et ben, dans quasiment tous les cas, oui. Hein, les demandes des patients sont en général des demandes sensées. En fait, on en fait trop parce que s'arrêter donne l'impression d'un abandon. Parce que, et ça c'est un élément vraiment essentiel de l'acharnement thérapeutique, c'est très difficile de dire pousse. Et pour éviter l'acharnement, en fait, on devrait mieux appliquer les données scientifiques, mieux savoir quand c'est inefficace, et on doit aussi mieux intégrer les priorités des patients pour ne pas aller faux, pour ne pas être inopportun. Il faut donc progresser dans les moyens d'accompagner les gens sans nécessairement utiliser pour cela des interventions invasives et utiliser pour cela plutôt de la présence. Merci beaucoup.